Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier Traductio. Donc, je me présente, je m'appelle Philippe Lacour. Je suis professeur de philosophie à l'Université de Brasilia et depuis une quinzaine d'années, outre mes activités en philosophie de la connaissance, je développe un projet en collaboration avec l'Université de technologie de Troyes qui est cet environnement numérique de traduction collaborative que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais me concentrer plutôt sur la présentation de la plateforme pour ceux qui ne la connaissent pas, rapidement présenter comment elle fonctionne et puis indiquer en passant quel en est l'esprit. Voilà quelle est la page de garde quand vous arrivez sur le site traductio.org. Et vous pouvez remarquer immédiatement, grosso modo, l'esprit de l'outil. C'est un outil qui sert à comparer. C'est un outil qui sert à chercher des suggestions. C'est un outil collaboratif et c'est un outil qui est plutôt orienté vers le partage du savoir à la faveur de licences ouvertes. Je vais préciser un petit peu pourquoi. Mais vous avez déjà ici, sous la forme de symboles, l'esprit que je vais expliquer un petit peu plus en détail maintenant. Voilà rapidement quelles sont les quatre possibilités qu'on trouve lorsqu'on étudie la traduction. Alors, j'élimine rapidement la traduction purement humaine que vous connaissez tous et la traduction automatique dont je ne parlerai pas, quel que soit son intérêt et ses développements actuels. Ce qui m'intéresse, c'est les deux positions intermédiaires qui sont de plus en plus courantes chez les traducteurs professionnels. Vous avez grosso modo, c'est des positions qui sont symétriques. Vous avez une traduction automatique assistée par l'être humain, ce qu'on appelle de la post-édition, ce qui se développe beaucoup pour des questions de gain de productivité. Ça exerce une pression très forte sur la profession. Et puis, la traduction humaine assistée par ordinateur, ce sont plutôt les outils de TAO, les outils de CAT, comme on dit en anglais. Et Traductio, je vais essayer de le montrer, est un outil très particulier de cette catégorie parce qu'il fonctionne sur des principes un petit peu différents. Voilà, donc pourquoi est-ce que ça fonctionne sur des principes différents? Parce que ça ne fonctionne pas sur les principes du traitement automatique du langage. Dans le traitement automatique du langage, qui est on va dire une théorie qui est née au moment des premiers programmes de traduction automatique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les programmes anglais-russes, pour ce traitement automatique du langage, la phrase est l'unité sémantique de référence. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. La traduction, ça consiste d'aller d'une langue A à une langue B, ce qui explique l'existence d'interfaces avec deux fenêtres. Et on insiste sur les règles, les régularités, qu'elles soient grammaticales, statistiques ou qu'elles soient une combinaison des deux. Alors, au contraire, Traductio développe plutôt une conception interprétative du langage. C'est-à-dire qu'on considère que les unités sémantiques, c'est les textes, ce n'est pas les phrases. On est dans la complexité réelle lorsqu'on parle des textes. La traduction, ça consiste d'aller d'un texte dans une langue vers plusieurs autres langues, parce que c'est le geste classique de la traduction, c'est d'aller en fait vers plusieurs langues. Et cette tradition va plutôt insister sur la créativité linguistique, les singularités, les textes uniques, les variations, et en particulier les variations historiques, ce qui veut dire qu'on peut toujours faire des généralisations, mais seulement en fonction d'un contexte. Alors, c'est ce qui explique que vous avez des textes uniques, comme Roméo et Juliette, et puis des genres ou des styles, comme le théâtre élisabétain, par exemple. Mais vous n'avez jamais une catégorie universelle qui est l'anglais. Vous avez seulement une catégorie générale qui admet, bien sûr, des exceptions. Donc, qu'est-ce que c'est que Traductio? C'est un environnement de travail qui est numérique, qui est fait avec l'Université de technologie de Troyes depuis 2006. Un département en particulier là-bas qui est spécialisé pour tout ce qui est les technologies d'interprétation assistées par ordinateur, les technologies de la suggestion, qui s'appelle Texico. Traductio est gratuit depuis le début et a l'intention de le rester. Le code source est ouvert selon une licence très contraignante, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans
quelque chose comme un bien commun. Le code, vous pouvez le réutiliser. Ce qui explique aussi la philosophie de Traduxio, c'est que ça n'a pas vocation à devenir une plateforme qui va agréger tous les traducteurs. Ce n'est pas du tout notre ambition. C'est beaucoup plus une technologie détachable. Puisque le code est ouvert, vous pouvez avoir votre Traduxio chez vous, si j'ose dire, dans votre jardin. Alors, l'autre avantage, c'est que c'est basé sur le web, donc vous n'avez pas à faire de téléchargement. Vous travaillez en ligne. C'est collaboratif. On est parti avec des textes culturels parce que la difficulté sémantique que l'on cherchait à mettre en évidence y est immédiate. Je passe sur les aspects technologiques qui sont assez innovants, mais on n'aura pas le temps de rentrer ici dans les détails. Et ça fonctionne avec tous les langages qui sont numérisés, c'est-à-dire qui ont une base Unicode. C'est déjà un certain nombre, mais il y en a bien sûr qui ne sont pas comme ça. Donc, quelles sont les 3 originalités de Traduxio ? Je vais commencer par la première, c'est qu'on fonctionne vers plusieurs langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une sorte de modèle un petit peu en série, où vous avez par exemple un texte de littérature et vous allez vers plusieurs textes cibles et non pas un seul. Donc, vous voyez, ça change tout en termes de conception, parce que vous n'allez pas avoir une interface avec 2 fenêtres, ou en tout cas pas seulement. On peut utiliser Traduxio avec 2 fenêtres, c'est un peu le niveau 0, mais on peut aller aussi vers plusieurs fenêtres. Bon. Donc, vous avez ici un texte chinois, vous avez une version coréenne du XVIe siècle, avec une version en japonais du XVIe siècle et une version coréen moderne, et on peut rajouter des colonnes autant qu'on veut. Et très souvent, quand on parle à des traducteurs professionnels, ils connaissent plus de 2 langues. L'idée que la traduction va d'une langue A vers une langue B, ce n'est pas une idée de traducteur, c'est une idée d'ingénieur qui a voulu simplifier le geste de la traduction en la systématisant, en la rationalisant de façon un petit peu rigide. Bon. En fait, quand on part des gestes eux-mêmes des traducteurs, on voit que très souvent, le traducteur il fait une triangulation entre les 3 langues qu'il connaît, voire plus de langues, parce qu'il peut s'inspirer de traductions qui sont déjà existantes. Là, on trouve le côté comparatiste de traduction. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, comparer, pas simplement à traduire vers plusieurs langues, mais comparer des traductions dans une même langue pour savoir si ça a été bien fait. La deuxième originalité de Traduxio, c'est qu'on va utiliser le geste qui est celui de la suggestion. C'est-à-dire qu'on va demander à la machine, on ne va pas déléguer à la machine une tâche comme si c'était la traduction automatique. On va avoir une interaction riche avec la machine qui va consister à lui demander des conseils. Et donc, on va lui demander des suggestions, mais ces suggestions ne vont pas être faites n'importe comment. Elles vont être faites de façon pertinente, c'est-à-dire en tenant compte de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les généralités qui peuvent catégoriser la langue de façon un petit peu intelligente, c'est-à-dire les genres. Donc là, on a des genres assez classiques, la littérature française, le genre poésie et le siècle, le XXe siècle. Si vous traduisez ce genre de littérature, c'est plutôt intéressant d'avoir des suggestions dans ce domaine plutôt que le vocabulaire de la mode ou plutôt que le vocabulaire du roman du XIXe siècle ou du théâtre du XVIIe siècle. Donc, c'est des choses qui tombent un petit peu sous le sens quand on est du côté des humanités et des sciences sociales, mais qui sont difficiles à admettre quand on parle à des ingénieurs informaticiens. Donc, qu'est-ce que ça donne? En fait, Traduxio n'a pas vraiment inventé, de ce point de vue-là, un outil technologique. Il a repris une très vieille technologie qui est aussi vieille que les premières traductions de la Bible ou les premières traductions des textes bouddhiques, qui est ce qu'on appelle la concordance. Bon. Simplement, cette concordance, elle devient numérique et elle est multilingue, c'est-à-dire qu'on peut regarder comment d'autres personnes ont traduit dans d'autres langues. Donc ici, vous avez, je ne peux pas montrer, je ne sais pas exactement comment lire ces caractères chinois, mais vous avez ici des traductions qui apparaissent en coréen du XVIe siècle, en coréen moderne, en japonais, en chinois moderne. D'accord ? Vous avez des traductions. Et si vous connaissez ces langues, puisque quand on travaille dans les langues asiatiques, par exemple, on peut assez facilement connaître plusieurs langues, eh bien, vous avez la possibilité de vous inspirer de ce qui a été fait pour traduire. Un équivalent dans les langues romanes, c'est si vous traduisez, par exemple, du français vers le portugais, vous pouvez regarder des traductions qui ont déjà été faites, par exemple en espagnol
ou pourquoi pas en italien. C'est des langues qui sont assez proches, vous pouvez les connaître, et si vous les connaissez, vous pouvez vous en inspirer. Ou bien regarder la traduction anglaise, qui peut être, par exemple, faire référence dans certains cas. Alors, si vous avez trop de suggestions, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous mettez beaucoup de textes dans la base de Traduxio et du coup, vous avez énormément de résultats en suggestions. On peut imaginer ce qu'on avait fait au début, un système de filtre qui permet de laisser de côté un certain nombre de résultats. Par exemple, vous voulez des résultats en philosophie, mais pas en poésie. Vous voulez des résultats dans le vocabulaire, dans le champ de la politique, mais pas dans le champ du roman. Voilà, c'est des choses qui peuvent être utilisées. La troisième originalité, je ne vais pas trop y insister parce qu'elle est aujourd'hui bien connue, mais il faut se rappeler qu'on a commencé Traduxio en 2006. C'était le début de phénomènes de grande ampleur comme Wikipédia, comme tout ce qu'on a appelé le web collaboratif, l'étiquetage collaboratif, l'écriture collaborative, etc. Aujourd'hui, c'est des choses connues. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver sur Traduxio? Vous avez un module de discussion pour la communication immédiate. Vous avez des forums pour la communication, on va dire, asynchrone. C'est plus ou moins utilisé, on aura l'occasion d'en parler. Il faut se rappeler que Traduxio est un projet qui continue à se développer. Il y a des problèmes qu'on rencontre et puis des fonctionnalités qui tombent un petit peu en désuétude faute d'utilisation. Le glossaire, en revanche, fonctionne bien. Ça consiste, grosso modo, à fixer le vocabulaire lorsqu'on veut travailler à plusieurs pour éviter de se reposer la question à chaque fois ou parce qu'il y a une ambiguïté. Ça, c'est très important en sciences humaines. Et lorsque vous fixez le vocabulaire, vous allez retrouver la traduction que vous avez fixée dans la concordance. Vous pouvez configurer l'accès à la lecture ou à l'écriture pour décider qui peut voir tel texte, qui peut écrire sur tel texte, qui peut le modifier. Il y avait, dans la première version, on imagine de la remettre un étiquetage collaboratif, et puis plus tard, on envisage des développements qui sont assez classiques, qui ne sont pas très difficiles à mettre en place, qui sont simplement assez gourmands en mémoire, de l'historique des modifications et éventuellement la nécessité de pouvoir faire des commentaires sur les documents. Donc voilà le module de discussion. Voilà le forum. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est des questions qui sont laissées auxquelles on peut répondre. Voilà plutôt le glossaire, quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, il suffit de double-cliquer sur un mot ou un groupe de mots. On voit ici à gauche, le mot a été légèrement souligné en bleu et le glossaire propose une traduction française et japonaise. Il vous propose de rajouter, par exemple, une entrée, pourquoi pas en portugais ou en espagnol, si vous faites une traduction collaborative vers plusieurs langues de ce texte. Voilà la gestion des privilèges. Donc, Traduxio n'est pas un espace de publication. C'est d'abord un espace de travail. Et par défaut, tout ce que vous faites est caché. C'est ce qu'on appelle le web invisible. Même les moteurs de recherche ne peuvent pas le détecter. Donc, ce n'est pas parce que c'est sur Internet, parce qu'on travaille sur Internet, ou sur le web plus exactement, que c'est visible. Au contraire, par défaut, tout est caché. Mais Traduxio peut devenir un outil de publication si vous décidez de laisser votre texte en accès public. C'est une possibilité. Vous pouvez aussi choisir d'aller vers une gestion plus souple des privilèges et de dire, voilà, telle personne peut voir le texte, mais pas les autres. Telle personne peut modifier le texte, mais pas les autres. Telle personne peut, à la limite, créer d'autres traductions, mais pas les autres. Donc, c'est une gestion un petit peu souple des privilèges. Bon, c'est des choses qui sont aujourd'hui assez classiques. Alors, quelles sont les applications possibles de traduction? Il y a une possibilité qui est d'aller vers la traduction savante, c'est l'édition critique, la philologie. Vous avez la traduction distribuée qui concerne plus les sciences sociales et le journalisme, c'est-à-dire qu'on se répartit du travail et après on essaye de rassembler le produit commun. Et vous avez des usages intermédiaires dans les départements de traduction, pour l'enseignement, etc. Donc ça, c'est un usage qu'on pourrait avoir en philologie. C'est ce qui n'existe pas encore, c'est rajouter, vous voyez dans la colonne de gauche, sur la partie droite, le petit 1 et le petit 2. Ce serait la référence à l'édition originale, le manuscrit ou l'édition de référence, on va dire. Donc ça existe pour tous les textes classiques. Et c'est exactement la même technologie d'incrustation, en fait, qu'on va utiliser pour faire référence aux minutes
d'une vidéo dans un cas de sous-titrage. Donc, c'est une évolution aussi possible de Traduxio. Hein, vous voyez, ça, c'est des choses qui arrivent souvent en informatique. Ça peut aller vers des usages très différents qui ont pourtant la même base technique, c'est-à-dire soit, grosso modo, traduire des textes de Platon avec quelque chose de très précis dans la référence à l'édition originale, soit aller vers du sous-titrage de séries contemporaines. Pourquoi pas? Donc, j'ai quelques publications que je tiens à votre disposition. Il suffit de m'écrire si vous voulez les lire, mais la plupart sont en accès libre. Et voilà mes coordonnées si vous voulez me contacter. Mais vous pouvez aussi passer par le site de Traduxio. Il y a un formulaire de contact et ça m'arrivera. Merci beaucoup. Donc, j'espère vous avoir donné une vision assez rapide, mais quand même assez globale de Traduxio. À la fois ce que c'est, pourquoi ça existe, comment ça fonctionne et on va dire d'un point de vue assez général et quel est son esprit, sa philosophie. C'est vraiment fait pour aider des groupes de gens qui veulent s'organiser pour traduire de façon assez déconcentrée, de façon assez souple, en respectant les gestes des traducteurs. Ça fonctionne, j'ai oublié de le dire, c'est très important, avec de la basse technologie, c'est-à-dire que c'est une technologie qui fonctionne de façon relativement simple. Moi, je travaille au Brésil, il y a beaucoup de problèmes de connexion, il y a beaucoup de problèmes de puissance d'ordinateur, etc. Et ça se prête assez bien à ce genre de public. On peut travailler au Brésil relativement facilement. J'ai même travaillé dans des conditions encore plus délicates de connexion Internet à Cuba. Quand on a un accès un petit peu capricieux à Internet, ça fonctionne. C'est important parce que c'est basé sur le web. Ce n'est pas quelque chose qu'on télécharge, donc il faut quand même avoir un accès au web, certes, mais ce n'est pas non plus extrêmement gourmand en bande passante. C'est relativement sobre comme technologie et vous pouvez travailler dessus dans des conditions qui sont, on va dire, assez basiques. Bon. On a même pu travailler, puisque c'est très fréquent au Brésil, que les gens n'aient pas d'ordinateur, ils travaillent directement avec leur téléphone. Ce n'est pas forcément prévu pour, mais c'est aussi possible. Donc, voilà un petit peu l'esprit. Et puis, vous voyez que ça se prête à différents usages et que c'est fait vraiment, non pas pour automatiser, mais c'est beaucoup plus une pensée de la technologie qui veut avoir une interaction, une intelligence augmentée, on va dire, grâce à la machine, une intelligence augmentée d'un groupe de personnes. C'est-à-dire que la machine vient aider la réflexion partagée d'un groupe de personnes sur un projet de traduction et elle ne vient pas se substituer à eux. Hein, on n'est pas du tout dans ce que je vous ai montré au début, la traduction automatique assistée par l'être humain, la post-édition, qui a vocation à aspirer le savoir-faire de l'être humain dans la machine. Là, au contraire, la machine est au service des êtres humains. Et la plupart des retours d'expérience nous montrent que c'est effectivement ça ce qui se passe et qu'il y a une certaine satisfaction de ce point de vue-là.